Bien, donc, on va aborder maintenant la dernière partie. Une chose est de choisir le type de données de détection qu'on veut traiter. On a dit que ces données-là sont en fonction des capteurs. Mais est-ce que quand j'ai les images de détection, que ce soit multispectral ou que ce soit hyperspectral, est-ce que je peux tout de suite discriminer les entités que je veux cartographier? Par exemple, au niveau d'une image multispectrale de type Landsat, quand je télécharge l'image et puis je visualise, est-ce que je peux tout de suite voir? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les traitements. Bon, dans ce qu'on est en train de faire, ce traitement-là est lié au type d'information que je veux faire ressortir. On a parlé tantôt d'humidité. Quand je veux faire sortir l'humidité du sol, c'est quel type de traitement que je dois faire? Si je dois cartographier les forêts, les cultures, c'est quel type de traitement? Si je dois cartographier les sols, c'est quel type de traitement? Si je dois cartographier les surfaces minérales, c'est quel type de traitement? Donc, ici, les traitements qu'on va présenter sont spécifiques aux images qu'on appelle open source, les images qui sont accessibles gratuitement. Et puis, c'est un exemple. Donc, une fois que tu connais cet exemple, tu peux l'appliquer à tous les cas. Bien. De façon générale, on a deux grandes étapes. Hein. Il y a d'abord l'étape de pré-traitement et puis traitement d'image. Donc, on a dit que le traitement consiste à extraire, à traiter une image de telle sorte qu'on puisse extraire l'information et puis ensuite soit les regrouper ou soit les analyser directement. Donc, dans le processus de traitement, il y a la première étape qui est là, qui est le pré-traitement. La deuxième étape, le rehaussement. Et puis la troisième étape, c'est extraction. Bien. Donc, le pré-traitement d'image, ici, on va parler de ces trois dernières parties-là. Le mosaïque. Qu'est-ce qu'une mosaïque d'image? Une mosaïque d'image. J'ai un peu ça. Et pour le traitement d'image. Des principes. Vous voulez encore un traitement d'image. On appelle photo d'interpolation. On a traité l'image. On appelle le traitement d'image. Sur le logiciel. C'est quel logiciel tu veux? On a utilisé la vie. Et puis quoi? Avec plus prof. QGIS. Donc, ça, vous avez vu. On peut voler ça. D'accord. Donc, dans le pré-traitement, si par exemple notre zone n'est pas couverte par une seule scène, si c'est plusieurs scènes, il faut regrouper les scènes. C'est ce qu'on appelle la mosaïque d'image. Là, il y a si l'image n'est pas géoréférencée, très souvent les informations sont stockées sous forme de colonnes et puis de lignes. Donc, ça forme des carrés. Donc, ces colonnes et ces lignes-là, est-ce que ça correspond aux coordonnées géographiques? Si ça ne correspond pas, on fait ce qu'on appelle une correction géométrique, de telle sorte qu'on a des images où on peut identifier de façon spatiale chaque entité. Parce qu'au niveau de la cartographie, l'identification seule ne suffit pas. Il faut rattacher ça à une référence spatiale. J'ai les sols ferrugineux, mais c'est où? C'est sur quelle partie de la carte? C'est vraiment un peu l'importance du référencement. Donc, toute cette étape-là, c'est le pré-traitement. Ensuite, le rehaussement d'image. Bon, vous avez vu, très souvent, dans une même image, on a plusieurs bandes. D'accord? Et on n'a que trois canaux dans les logiciels de traitement. Le bleu, le vert et puis le
et puis quoi? Le rouge, le bleu, le vert. Donc, en fonction de ce que je veux faire, bon, tu peux faire ce jeu-là. Peut-être que je vais prendre la bande 1, je mets ça dans le bleu, la bande 2 dans le vert, la bande 3 dans le rouge. Donc, si je fais ça, ça me donne un résultat, une composition colorée. Est-ce qu'avec ça, je peux discriminer déjà certaines choses? Si ce n'est pas suffisant, si ce n'est pas visible, donc je peux changer les bandes, ainsi de suite. Bon, voilà un peu, c'est à quoi consiste le rehaussement de façon générale. Donc, ça consiste à améliorer la perception visuelle, afin de mieux visualiser, afin de mieux extraire l'information. Bon. On peut faire sur chaque pixel ou bien sur un voisinage de pixels. Si je monte l'intensité, chaque pixel peut parler du sombre comme ça. Mais je peux faire un rehaussement aussi pour faire un contraste entre cette zone et cette zone. Assombrir ici, éclairer ici, par exemple. Ou bien, s'il y a une ligne de partage où l'intensité varie directement, soit une chaussée, une voie qui, bref, le signal change brusquement d'un niveau à un autre. Donc, il y a des rehaussements qui sont pour chaque pixel, ou bien des rehaussements locaux aussi, pour mettre en évidence des choses dans cet endroit. Bien, donc, si je fais les compositions colorées et que je n'ai pas encore une bonne discrimination, je peux faire d'autres types de traitements, tels que les ACP. ACP, ça veut dire qu'on analyse en composante principale. Vous voyez, il y a les mêmes informations qui reviennent chaque fois avec différentes bandes. Donc, au lieu de tendre les analyses sur toutes les bandes, je peux réduire le nombre de bandes. Donc, c'est l'ACP qui permet de faire ça, parce qu'il y a les mêmes informations peuvent se retrouver sur plusieurs bandes. Donc, ça fait ce qu'on appelle une redondance. Donc, l'ACP permet de réduire, de regrouper ces informations. D'accord? Et quand j'ai un nombre de bandes réduit, je reprends le même processus. Je charge dans le bleu, dans le vert, dans le rouge, et tout, ainsi de suite. J'analyse. Donc, quand, par exemple, je mets le ACP1 dans le rouge, je vais mettre le ACP2 dans le bleu, bien dans le rouge. Et puis ensuite, je peux même laisser les ACP encore venir prendre une autre bande de la bande thermique, bien la bande de poche centrale rouge. Donc, ça va dépendre vraiment de ce que je cherche. Maintenant, si je fais ça et que je n'ai pas encore ce que je veux, on peut aller plus loin en faisant ce qu'on appelle les rapports de bande. Avec les logiciels, on peut soustraire, on peut faire les opérations mathématiques, qu'on appelle les divisions, les multiplications. On peut faire tout ce jeu-là avec les logiciels. Là. Donc, quand vous allez commencer. Voilà, c'est là que les données hyperspectrales là, voilà. deviennent, là où il y a des zones d'absorption, Voilà. et si on fait un ratio, ça sera sorti tel type de surface. Bien, donc, je peux aussi faire ce qu'on appelle la classification. La classification, regrouper les informations. Parce que c'est ce qui se passe quand tu finis de traiter ton image, que ce soit avec les ACP, les rapports de bande, etc. Tu verras que, par exemple, les verts, parce que les entités qui répondent vert, ça se représente un peu partout. Donc, tu peux les regrouper. Voilà, soit en tenant compte de la couleur ou bien de leur morphologie, voilà, etc. Donc, on peut les regrouper. C'est ce qu'on appelle la classification. D'accord? Et puis aussi détecter les changements. Bon, ça très souvent, c'est au niveau de monobande en chromatique. Puisque très souvent, on ne peut pas faire ces analyses-là
avec une bande de résolution différente. Par exemple, au niveau de OLED ou bien de Landsat, il y a toujours une bande qui a une résolution plus supérieure que les autres. On appelle cette bande panchromatique. Elle peut avoir une résolution de 10 mètres ou 15 mètres. D'accord? Donc, il y a certaines choses que je peux ne pas voir sur les autres bandes et que je vois au niveau de bande monochromatique. Donc, je m'appuie sur ça encore pour pouvoir revenir encore sur notre image à multispectral. Mais il faut noter que l'objectif, c'est d'extraire le maximum d'informations. D'extraire le maximum d'informations. Bien. Donc, vous voyez ici, grosso modo, quand je vais faire les différents traitements, je vais faire les regroupements de bandes. Donc, on a ce qu'on appelle une classification. Vous voyez ici, là où j'étais censé avoir plusieurs unités, donc au finish, j'ai combien d'unités ici? 3, A, B, C. Ici, je donne un exemple, d'accord, de traitement en fonction de l'objectif. Le premier objectif, je veux déterminer la lithologie, les différents ensembles rocheux, les différents types de roches. Le deuxième objectif, les structures géologiques, telles que les linéaments. Et puis le troisième objectif, les surfaces minérales. Bien. Quand il s'agit de faire la cartographie, la lithologie, je peux procéder par exemple pour ce qu'on appelle les rapports de bande. Je peux faire mes analyses en composantes principales. D'accord, je peux faire des analyses de rehaussement. D'accord. Donc, je peux faire tout ça et puis ça va me donner ce qu'on appelle une carte où je peux facilement identifier les entités. En se basant bien sûr sur la coloration. D'accord? Maintenant, si je veux identifier des structures, on s'appelle des structures linéaires qui peuvent représenter soit les cours d'eau, mais ça peut représenter les fractures, ça peut représenter les failles, etc. Ces structures peuvent ne pas être visibles sur les autres types de traitements tels que les compositions colorées. Donc, je vais faire un autre type de traitement qui permet de mieux faire sortir tout ce qui est linéaire. Là, c'est dans ça qu'on va parler de filtres, par exemple. Il y a plusieurs types de filtres, ça filtre de Sobel, Force, etc. Donc, les filtres de filtrage consistent à repérer les éléments qui sont linéaires. D'accord? Si c'est ce que je veux faire, donc je vais appliquer le filtrage. Alors, si je n'ai pas besoin de planter les structures linéaires, donc je ne sais pas la peine, je n'applique pas le filtrage. Je peux m'arrêter dans les compositions colorées, les rapports de bande au niveau de la lithologie. Bien. Quand il s'agit de minéraux, par exemple, je fais les mêmes étapes. Mais comme là encore c'est précis, je vais faire les études, comment on appelle ça, en analyse en composante principale. C'est PC, là, c'est en anglais. Donc, ça veut dire analyse en composante principale. SPC, analyse en composante principale spécifique. Donc, ce sont les deux cas. Analyse en composante principale ou analyse en composante principale sélective. Donc, c'est ce qu'on voit, il y a ACP et puis il y a SACP. Bien. Donc, quand je veux faire ça, donc, j'ai au résultat, je peux avoir plus de détails et je suis capable de voir. Bon, ça dépend des détails. Il y a des minéraux qui sont de grande taille. Tout est lié. Si la résolution est 30 mètres, donc là, il faudrait que, par exemple, plus je fais avoir vraiment un minéral qui peut atteindre cette taille. Voilà.
Dans le cas contraire, je vais changer de résolution. Mais il se peut aussi que il y ait des cassures au niveau des surfaces minérales. Donc, pour ceux qui... Vous avez fait des observations à la loupe ou au microscope. Tu as fait L1, L2, L3 ici. Bon, moi, j'ai fait mes études. Ah, tu as fait tes études au Niger. Donc, vous avez fait des observations au microscope. Donc, si c'est au microscope, les minéraux aussi peuvent être fracturés. Oui. Là, si tu veux identifier les fractures qui sont dans les minéraux, tu vas appliquer aussi le filtrage. Bien. Donc, vraiment, l'objectif va dépendre du mode. En fait, l'objectif qu'on va rechercher dépend en grande partie du type de traitement. Ça, il faut avoir ça à l'esprit à tout moment. Mais aujourd'hui, là, tout est disponible. Sur Internet, il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des livres, etc. Donc, si, par exemple, tu vois cartographie des surfaces minérales, tu verras plein de documents dessus. Si tu veux aussi, au niveau des traitements, tu vas voir plein de documents dessus. Bon, au niveau de l'imagerie hyperspectrale, les choses vont se compliquer davantage. Pourquoi? Parce que le phénomène de mélange est fréquent. Comme on l'a dit, la même information peut être fournie par plus de 200 bandes. D'accord? Et quand c'est comme ça, il y a forcément ce qu'on appelle la confusion. Donc, le signal enregistré pour un pixel donné provient de plusieurs matériaux. Donc, quand j'ai un pixel de peut-être 15 mètres, quand je suis dans le domaine multispectral, peut-être que ça correspond à une seule entité. Mais quand je vais dans le domaine hyperspectral, les 15 mètres, il y a plusieurs autres entités qui deviennent perspectives. Alors que dans le domaine multispectral, ce n'est pas perspective. D'accord? Bien. Donc ici, vous voyez, on a, et comme c'est fonction de l'échelle, on a l'impression qu'on a une seule réponse spectrale. C'est ce qui est là. Alors qu'en réalité, c'est une superposition de plusieurs, comment on appelle ça, signatures spectrales. Alors donc, à cette échelle, ou bien à ce pixel, on a quatre signatures spectrales qui sont superposées. Donc, il faut arriver à les démêler. Donc, c'est cette technique-là qu'on appelle la technique de démêlage, aussi appelée démixage. Voilà, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui en termes de traitement et d'analyse des données. C'est vrai, c'est précis, mais il y a beaucoup de confusion. Donc, et la même entité ou bien le même pixel peut être constitué d'une multitude de signatures spectrales. Ce n'est pas homogène. Alors que quand c'est dans le domaine multispectral, on a les surfaces qui sont plus ou moins homogènes. Tu vois, le même pixel apparaît homogène multispectral, mais alors que quand on va dans le hyperspectral, c'est plus homogène. Bien, voilà comment on peut expliquer schématiquement le phénomène de mélange. Bon, regarde un peu ici. Ça, c'est un pixel qui est là. D'accord? C'est notre surface échantillonnée qui est là. Donc, voilà la source lumineuse qui est là. Donc, dans ce même pixel, on a trois entités, M1, M2 et M3. Donc, tout cela revient
au même capteur. Il enregistre l'information en termes de signature spectrale. Parce que, en réalité, M1 a sa signature spectrale, M2 a sa signature spectrale, M3 a sa signature spectrale. Donc, les trois vont être associés. Donc, c'est ce qui est restitué sans traitement. Donc, tu vas voir un spectre, tu as l'impression que c'est un seul élément, alors qu'en réalité, il y a plusieurs éléments. Voilà, c'est construit de plusieurs éléments. Donc, mathématiquement, Y qui est là est la somme des signatures spectrales qui correspondent à M1, M2, etc. Donc, le phénomène de combinaison linéaire des spectres purs, c'est ce qu'on appelle en anglais end-member. End-member. Donc, et là, quand tu arrives à traiter par des méthodes vraiment spécifiques, non seulement tu as les entités à travers leurs scientifiques, et puis tu as l'abondance, la quantité. Quand tu regardes là, en termes d'échelle, les trois n'ont pas la même abondance, la même superficie. Le M1, je crois, est plus grand que le M3. L'élément le plus petit, c'est M2. Voilà. Donc, en termes d'abondance, on n'a pas le même résultat. L'autre approche, c'est que le mélange, il est là, mais on ne peut pas les séparer. Par exemple, dans une roche, une roche sédimentaire, par exemple, on a les grains qui sont dedans. Il y a les grains de quartz, et puis il y a les grains de phosphate. Tout ça, ça consomme, mais le quartz a une signature spectrale. Le phosphate a sa signature spectrale. Mais les deux sont liés. Et je ne peux pas vraiment les dissocier. Voilà. Donc, et ça, il y a des théories mathématiques voilà, qu'on fait avec des équations vraiment compliquées pour faire de telle sorte qu'on puisse restituer l'information. Donc, c'est ce qu'on dit le deuxième modèle décrit un mélange comme intimement lié, dans lequel les grains sont spatialement indissociables. Dans le cas, comment il faut faire? Donc, il y a un type de traitement qui va correspondre à ce traitement non linéaire. Donc, en fonction de tes connaissances sur le terrain, tu sais qu'il y a des spectres, par exemple, tu peux les séparer. Là, en ce moment, tu peux appliquer la méthode précédente, là, la combinaison linéaire. Ce qu'on appelle aussi end-member. Là, si on ne peut pas séparer des spectres, là, on va utiliser l'autre approche qu'on appelle la combinaison non linéaire. Bien. Tu vois sa tête? Ici, j'ai donné un exemple, voilà, un exemple de cartographie hyperspectrale qui résume toutes les étapes qu'on a balayées antérieurement. Ici, on a notre source d'information qui est là. Ici, c'est l'approche qui est là, hyperspectrale. Donc, on a notre donnée qui est là. Cette donnée-là, étant donné que c'est le même principe, puisque ça va traverser l'atmosphère. Donc, il y aura des corrections à faire, des corrections atmosphériques, tout et tout. Donc, quand je vais faire cette correction, donc j'aurai une image qui est moins brutée, plus ou moins claire. Donc, à cette étape-là, bon, on a dit end-member, ici, c'est quoi ça? Ça correspond à quel type de traitement? Linéaire ou bien non linéaire? Comment? Linéaire. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux dissocier les éléments à partir de leur spectre. Voilà. Donc, quand on a, comment on appelle ça? Un ABAC, quand on a une librairie de spectre, je peux me servir de cette librairie-là pour pouvoir continuer mes analyses. Par exemple,
je connais la signature spectrale du quad, je connais la signature spectrale du feldspath, je connais la signature spectrale des mica, etc. Si tout ça, ça se trouve dans le même pixel, donc je peux regarder la librairie, c'est cette comparaison. Donc, le logiciel me donne la signature spectrale de quad. Et puis, je prends le quad, je compare avec ce qui est dans le livre. Puisque l'image à lui te donne la réponse, mais il ne va pas te dire que c'est le quad ou bien c'est le feldspath, etc. Donc, c'est la base de données là qui est là, qu'on a obtenue expérimentalement, qui va te permettre de trancher. D'accord? Bien, donc, si j'ai cette base de données là, donc je continue à traiter. Maintenant, si je n'ai pas ça, là, je vais utiliser la deuxième méthode qui est basée sur vraiment les opérations mathématiques qui permettent vraiment de séparer les spectres. Donc, ça peut se faire manuellement, mais ça peut se faire de façon automatique avec des algorithmes vraiment très, très compliqués. Donc, une fois que le démêlage est fait, en fait, l'une des difficultés même au niveau des espèces, c'est le démêlage ou le démixage. Oui. Oui. Ça, c'est un rapport avec ça. Donc, si ce n'est pas urgent, on peut attendre parce que les gens peuvent finir. C'est bon. Ça va perturber un peu l'esprit. Du coup, voilà. Bien, avant, on n'avait pas encore bien compris cette histoire de démêlage. On peut faire une classification, un traitement qui est classique en imagerie multispectrale. On fait une classification supervisée ou bien non supervisée. Quand vous allez commencer le traitement, vous allez voir. On peut faire ça aussi hein, avec l'imagerie hyperspectrale. Mais en termes de précision, ce n'est pas très satisfaisant. Sinon, on peut le faire. Quand vous allez voir de façon pratique, quand vous allez commencer les classifications, il faut définir ce qu'on appelle une zone homogène qui sera un guide pour le logiciel pour pouvoir associer tous les éléments qui ont cette coloration. Voilà. Par exemple, si sur la même image, j'ai un peu de bleu, j'ai un peu de vert, mais les bleus là sont dispersés. Il faudrait que j'entraîne, voilà, je donne des informations. Je me suis dit, bon, ça va, tout ce qui est à cette coloration, je vais les regrouper. Mais cela suppose que je les vois. Voilà. Mais bon, quand on est dans le domaine du perspective, c'est difficile de les voir. Donc, la difficulté d'avoir des informations a priori constitue vraiment une très grande difficulté pour l'imagerie spectrale, pardon, hyperspectrale. Donc, si c'est dans le domaine spectral, il n'y a pas de problème. Tu donnes des informations a priori, tu dis, bon, moi je veux que je regroupe tout ce qui est bleu ou tout ce qui est jaune, il va te le faire. Mais dans le domaine hyperspectral, c'est un peu délicat. Il n'y a pas encore la classification. Bon, pour moi, c'est encore les temps sur ce. Il y a deux façons. Il y a supervisé et non supervisé. Voilà. Tu lui dis, tiens, ça c'est portable. C'est caractéristique. En fonction de ça, cherche d'autres qui ressemblent à ça. Et lui, il associe ce qui est assez proche de ça. Ou bien, je ne dis rien. En fonction de la probabilité qu'il y a, il faut essayer de réunir ce que tu peux couper ensemble. On verra si ce sont dans le même domaine. De façon non supervisée. En fonction des ressemblances, des différences qu'il y a, un peu comme les ethnies. Voilà. Donc, voilà un peu
voilà un peu ce qui va mettre fin à la séance d'aujourd'hui. Donc, j'ai parlé un peu de ça et quand on parlait de démêlage, de nouvelles méthodes de classification en imagerie hyperspectrale, ce n'est pas basé comme ce que le professeur a dit, soit laisser le logiciel à traiter. Si c'est 7 bandes, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si c'est plus de 200 bandes, en termes de calcul, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Donc, ça fait que il y a ce type de traitement qu'on ne peut pas faire avec. C'est possible hein, quand on a des machines vraiment très sophistiquées. Le supercalculateur, je ne sais pas pour quel travaux. Oui, on ne sait même pas, voilà, on ne sait pas. Ah, mais il y a oui. C'est tellement un bijou que c'est pas. Peut-être qu'on va faire besoin de ministre. Donc, et il y a la méthode de comparaison des signatures spectrales. Actuellement, c'est ce qui est beaucoup plus utilisé en imagerie spectrale. Puisqu'il y a des abacs pour la plupart des minéraux, il y a les signatures spectrales, les quartz, les phosphates. Donc, c'est comme si c'est un diagramme. Si toi, tu as des informations spectrales, l'image ne va pas te donner le quartz, il va te donner une signature que tu vas prendre, tu vas comparer. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode de mise en correspondance spectrale. C'est vraiment un travail de fourmi. Il faut être très attentif puis détecter le bon changement. Parce que, en même temps, souvent, on est impressionné, on dit, avec l'image de détection, on peut déterminer les différents types de sons. Mais le travail qui est derrière, c'est pas facile. On dit, avec la détection, on peut déterminer les différents types de minéraux. Il faut tenir compte aussi du gros boulot qui est marié, qui est derrière tout ça. Ça demande beaucoup de moyens. Et plusieurs spécialités de base sur la géologie, un peu de géophysique, un peu de notions de botanique, parce qu'il y a des méthodes aussi qui sont basées sur la foresterie, mais sur la botanique, en faisant le rapport entre le type de plante et le type de sol. Cette technique aussi peut être utilisée. On sait qu'il y a telle végétation, ça ne peut pas pousser sur autre type de sol, ou bien, bon, en tout cas, il y a une forte probabilité. Donc, eux vont utiliser cette méthode-là pour identifier les sols. Là, nous, par exemple, si on est en géologie, on sait que, par exemple, les sols phéralitiques sont très riches, peut-être en phosphate ou bien en mica. Donc, nous, ce sont ces éléments qu'on va rechercher. Si on a ces éléments, ces constitutions chimiques qu'on peut identifier à partir de l'imagerie des tests spectrales ou des études spectrales, on fait une correspondance. Ce n'est pas systématique où tu vas aller sur le terrain ou bien à partir des images de tes questions. Voilà, tu as les différentes entités, tu as les différentes entités, donc tu as tout de suite une cartographie qui est complète. Aujourd'hui aussi, il faut dire pour terminer que ces travaux de comparaison, ça se fait de façon automatique. On parle d'intelligence artificielle. Il suffit de pouvoir entraîner une machine à reconnaître les mêmes morphologies, les mêmes structures. Donc, ça peut se faire automatiquement. Cela suppose aussi que toi, tu as des notions en informatique pour pouvoir initier ces choses-là. Bien, donc voilà, ceci met fin à la dernière étape qui était basée sur vraiment les méthodes de traitement qui sont spécifiques au type d'information que je veux sortir. Ici, c'est ce que j'ai montré, ce n'est pas exhaustif. Ça ne parlait pas vraiment pour le domaine, mais c'est juste quelques exemples. En fonction de l'information que je vais faire ressortir, il y a forcément un type de traitement adapté. Bien, donc, je ne sais pas si le professeur a quelque chose à ajouter. Kofi, mademoiselle Kofi, je ne sais pas, c'est madame Kofi. Elle est partie, elle est venue faire juste
Ouais, c'est quoi? Bien, donc, là, c'est bon. Moi, je n'ai pas marqué, je suis là le plus. Je vous suis le plus. Tengra. Oui. Je vous suis le plus. En fait, il y a pris en cours, mais bon, quand il y a pris, je vous suis le plus. D'accord. Ok. Bien, donc, si ça c'est fini, on va arrêter ça. Je vais expliquer un peu les activités qui seront votre, comment on appelle ça, votre évaluation. Il n'y a pas, comme vous n'avez pas fait de logiciel, les types d'images, c'est vraiment difficile quoi, de faire ça. Mais je vais vous montrer de façon pratique comment c'est ce qu'il faut faire.